Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du groupe Bilderberg. Et oui, je sais, beaucoup d'entre vous, vous pensez que la démocratie est un système qui fonctionne, qu'il n'a été juste dévoyé par une élite corrompue. Beaucoup d'entre vous croyez encore dans les élections, dans tel ou tel candidat, dans tel ou tel parti, et je ne peux pas vous en vouloir. Cette introduction n'est pas là pour vous faire la morale. Par contre, cette vidéo est là pour vous montrer et vous démontrer, bien sûr, avec un expert, un des meilleurs experts sur le groupe Bilderberg, que la démocratie telle que nous la voyons, la pensons et l'espérons, eh bien, ne fonctionne pas pour différentes raisons, et le groupe Bilderberg en est une. Vous allez voir la cohésion entre toutes ces personnes extrêmement puissantes, entre toutes ces banques et toutes les affaires bien sûr qui nous touchent, tout est absolument lié. Mais juste avant de voir l'extrait, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vous le savez, la chaîne subit un shadowban de la part de YouTube, donc tous ces petits gestes sont extrêmement importants. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent mon travail via la Tipeee et ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Vous avez tous les liens d'ailleurs en description sous la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Deux choses. Là, il y a eu un article très intéressant de monsieur Laurent Valdiguier en 2017 qui était intitulé « Ce que Emmanuel Macron a dit au groupe de Bilderberg », qui est un article absolument fascinant parce qu'il nous a fait découvrir certains aspects de sa participation étonnants. C'est-à-dire que visiblement, il a été invité à prendre la parole pendant la conférence et où, soi-disant, il était là pour défendre la politique économique du président François Hollande. Et au lieu de défendre M. Hollande, il a tiré à boulet rouge sur ses choix économiques et politiques, au point où beaucoup de participants étaient choqués de voir à quel point ce jeune homme pouvait être aussi... critique vis-à-vis de son patron, et surtout que lui-même était le conseiller économique du président Hollande. Il était encore le vice-secrétaire général de l'Élysée. Ce que moi je peux dire sur base des images que j'ai, c'est qu'il était extrêmement à l'aise dans ce milieu-là, et bénéficiait de toutes les attentions des membres du comité directeur. Alors, on a aussi sur cette photo Gabriel Attal. Il y a quelque temps, on voit, parce que là, il était un peu plus jeune. C'était en 2023, oui, en 2023, à Lisbonne. Et Édouard Philippe. Édouard Philippe, oui. C'était quand, l'année dernière? Cette photo, 2023, pareil. C'est la même photo, ils sont arrivés ensemble et ils sont repartis ensemble. Monsieur Attal a participé aux réunions de 2023, 2024 et 2025. Monsieur Philippe avait déjà précédemment participé à la conférence de 2016, quelques mois avant d'être nommé Premier ministre. Mais y aller, ça ne signifie pas un adoubement. Non, du tout. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a Édouard Philippe ou Gabriel Attal, voilà, que l'un des deux sera le président. Absolument pas, absolument pas. C'est une opportunité. Le groupe de Bilderberg a cette particularité depuis toujours d'essayer d'identifier dans les jeunes générations ceux qui pourraient un jour avoir un rôle et pour leur offrir une opportunité de rentrer en contact avec les détenteurs de certains intérêts et de leur faire comprendre qu'il y a une réalité plus complexe qu'ils n'imaginent dans la façon dont se gèrent les affaires dans l'Alliance Atlantique, on les invite. Mais c'est une opportunité qui leur est offerte. Selon les personnes, ou bien ils ont la capacité de sentir que il y a moyen de profiter de cette opportunité qui est offerte, et d'autres pas. Par exemple, je pense de ne pas faire une révélation, puisque l'ancien président du Bilderberg, le Belge Étienne Davignon, l'a dit en public à la télévision. Monsieur Jean-François Copé avait été invité à participer à une réunion, et une journaliste a demandé à monsieur Davignon quelques mois plus tard en disant « Et monsieur Copé, je ne me souviens pas qu'il était là. » Voilà. Réponse vacharde, c'est pour dire le gars il a loupé un peu l'opportunité qui lui était offerte. C'est-à-dire qu'on va au club de Bilderberg lorsqu'on a un politicien d'envergure nationale, on y va un peu comme à un entretien d'embauche, si je puis dire. Ça dépend.
Ça dépend de personne à personne. Certains peuvent le voir comme une opportunité pour se faire une carrière politique ou dans le privé après, peu importe. D'autres qui sont là simplement parce qu'ils sont dans leur fonction et que... Oui, parce que parmi les gens qu'on voit, il y en a qui n'existent plus. Je pense là à Madame Fleur Pellerin. Fleur Pellerin, oui. Monsieur Cazeneuve. Alors la dame au milieu, je ne sais pas qui c'est. Ça c'est... allez... Ça ne rappelle plus. Si, non, c'est très très important. Très, d'accord. Laurence Beaune. Laurence Beaune, celle en haut, hein. Vous parlez, ou celle en bas? Non, en bas. En bas, ça c'est Sylvie Goulard. Oui, voilà, quelqu'un qui est en 2016. Qui a eu un porte important. Et 6 mois après, elle était nommée ministre... Non, 6 mois après, elle était nommée ministre des Armées. Oui, et bien, elle a été jarretée très vite. Après... Effectivement, il y a eu les affaires... Avec des affaires financière et pas de chance mais, pour elle, quoi. Elle a démissionné, mais elle a été bombardée vice-gouverneuse de la Banque de France. Ah oui. Non, c'est... Ah, ça veut dire que... Oh oui, je veux dire, on se focalise sur la partie publique, connue, etc. Mais à côté de ça, il y a d'autres activités que ces gens sont appelés à mener et qui sont... Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ça devienne des gens politiquement, médiatiquement connus. Absolument. Et au final, ils se rattrapent toujours à des branches. Absolument. Enfin, oui. Selon... Donc Madame Goulard, oui, qui avait, je crois que c'était une affaire mais c'est l'affaire du MoDem. C'est du MoDem, ça, de François Bayrou. Et elle a pu... Alors, il y a aussi ce qui est drôle, sur ce qu'on m'avait envoyé... Mais je reparle de Laurence Beaune de secondes parce qu'elle est là. Laurence Beaune est celle qui a repris la place d'Emmanuel Macron à l'Élysée une fois que lui est devenu ministre des Finances. Elle est devenue la conseillère économique de François Hollande. Et là, elle a participé en 2015 à la Réunion. Et 6 mois après, elle était nommée économiste en chef de AXA. Après quoi, elle a été nommée économiste en chef de l'OCDE. Secrétaire générale adjointe de l'OCDE, et puis elle est devenue ministre pour l'Europe dans le gouvernement, je ne me souviens plus si Borne ou... et donc elle aussi est quelqu'un qui a un parcours très intéressant, et qui est quelqu'un que je vous invite à garder à l'œil, parce que voilà... on voit quand même que c'est toute la haute fonction publique française, l'administration. Oui. On peut dire aussi que l'administration française... Qui est très spécifique à la France. Voilà, c'est vraiment spécifique, c'est la technocratie pure et simple. C'est parce qu'en France, les réseaux technocratiques de l'État ont un rôle important, et du coup, c'est évidemment des représentants de cette technostructure. On va passer après à l'historique, parce qui est excessivement intéressant, il faut que les gens le comprennent, mais avant ça, vous m'avez envoyé un bilan de pertes. Oui. Club Bilderberg perd de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, voilà, c'est ça. C'était en 2011. Non, pardon, en 2011. En 2022. Et donc la réunion qui s'est déroulée exactement au même endroit où s'est déroulée la réunion de cette année, à Washington, ils ont fait une perte d'1,2 million. En partie, c'est parce qu'il y a eu le Covid juste avant, et donc les activités ont été mises en pause pendant 2 ans, et ça prend 2 ans à organiser une conférence de ce genre. C'est des millions d'euros, et donc il faut lever ces fonds. Bon, je vous ai rattrapé depuis. Ils se sont ils ont commencé en retard leur levée de fonds. Peut-être l'ont-ils fait de manière... Ça c'est drôle, ça, parce que là, tous les gens les plus puissants au monde, et ils sont obligés de lever des fonds. C'est pas un investissement personnel qu'ils font. Alors... c'est principalement, surtout depuis 10 ans, c'est principalement les membres du groupe, à titre personnel, c'est plus rare, à travers des fondations ou des entreprises qu'ils dirigent, qui financent les activités, mais ils lèvent aussi d'autres fonds, et il y a des sponsors. Faut dire aux gens, si vous voulez être très très riche, très très puissant, c'est pas votre argent qu'il faut mettre, c'est jamais votre argent, c'est ça. Non, mais écoutez, par exemple, donc cette réunion s'est mal déroulée parce que visiblement aussi les coûts d'organisation ont explosé. Et sur ça, j'ai encore des questions que moi-même je me pose. Dites-moi lesquelles. Mais par exemple, les 3 dernières réunions aux États-Unis, c'est une fois tous les 4 ans aux États-Unis.
Alors, mettons, il y a 8 ans, c'était de l'ordre de 800 000 euros, enfin 500 000 euros la réunion. L'année suivante, ça a été 1 million d'euros le coût d'organisation. Et là, visiblement, en 2022, ils ont explosé les budgets à 2,5 millions, alors que c'est toujours la même structure, le même genre d'hôtel. Comment vous l'expliquez, vous, à titre personnel? Je n'ai aucune idée. Là, c'est vraiment des questions que j'aimerais bien leur poser en disant pourquoi ça vous coûte aussi cher d'organiser ces réunions aux États-Unis. Mais du coup, cette perte, voilà, ça a été mal vécu, je pense, au niveau de la branche américaine. Ce qui fait que ça fait déjà 2 ans qu'ils ont commencé la levée de fonds pour la réunion de cette année. D'accord. Et donc là, on a les données donc là, financières. Les sponsoring. Alors, c'est des chiffres quand même un peu, enfin tout ça c'est un peu exclusif qu'on reçoit, et vraiment je vous en remercie Serge Giorgio. Mais on va montrer les sponsoring, voilà. Voilà, et donc il y a principalement Peter Thiel qui a donné $500 000. Palantir. Là c'est trop petit pour que je vois exactement. Il y a Big N Corporation qui est la petite société de monsieur Eric Schmidt. Eric Schmidt, quelqu'un d'extrêmement important qui est très peu connu aussi. C'est l'ancien PDG de Google. Qui, depuis qu'il a quitté Google, lui s'est lancé maintenant beaucoup dans le domaine de l'espace et de la défense, et il produit des drones militaires et des... Et c'est des dons à coût de $500 000. Alors... Ah, quelle est belle cette démocratie où les gens puissants de ce monde invitent nos hommes et nos femmes politiques pour avoir une discussion sympa autour d'un pot. Et puis, vous l'avez entendu, cela coûte de plus en plus cher, alors il faut réclamer, bien sûr, de l'argent à de généreux donateurs. Et là encore, le hasard, les amis. Palantir, Google, que des gens puissants, que des gens les plus puissants du monde qui contrôlent Internet, les réseaux sociaux, les systèmes de surveillance qui, comme par hasard, font des dons, $500 000, pour faire une réunion où des hommes et des femmes politiques se réunissent pour discuter, bien sûr, de la marche que le monde doit prendre. Et après, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les mêmes mesures sont prises dans tous les pays à une semaine, un mois d'intervalle. C'est marrant, hein, comme quoi tous nos hommes politiques sont interconnectés, vous savez, à travers le monde et pensent aux mêmes mesures. Il y en a un qui fait un confinement, bah tiens, bah moi aussi j'ai envie d'en faire un, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voici ce que donne la démocratie. Voilà ce que donne aussi, eh bien, le système économique capitaliste. Vous avez des gens, je vais reprendre une expression célèbre à Charles Gave, ils ont gagné trop d'argent pour leurs biens. Normalement, en tout cas avant, dans l'ancien régime, dans l'ancien monde, hein, qui nous paraît lointain et qu'aucun de nous n'avons connu, on brisait. Dès que quelqu'un était trop riche, eh bien on faisait en sorte de le briser. Parce qu'on ne pouvait pas considérer, et ce n'était pas concevable, d'avoir un État dans un État. Aujourd'hui, on a dépassé ce cadre-là. C'est plus un État dans un État, c'est de multiples États qui contrôlent l'État, enfin en tout cas, ce qui garde le nom d'État, mais qui n'a plus aucun pouvoir. Et ce sont des hommes extrêmement riches, des milliardaires, des oligarques, appelez-les comme vous voulez, qui contrôlent nos destinées, nos vies, qui nous ont totalement esclavisés, qui contrôlent le temps, notre temps, et qui indiquent à nos hommes politiques pour qui les gens votent, hein, en bonne conscience. Parce que les gens pensent qu'en votant pour un tel et un tel, il va mettre son projet en œuvre, ses promesses, en fonction de sa couleur politique. Les gens pensent qu'en élisant un tel président, il aura réellement le pouvoir de changer les choses, alors qu'il n'en a pas envie, mais surtout pas le pouvoir. Et qu'au final, tout se joue bien plus haut dans des dîners, des réunions secrètes dont on n'a finalement aucune information. Ce qui montre l'ampleur du travail qu'il y a à faire pour détacher la France de cela, pour la sauver. Ce n'est pas qu'une question de Frexit, de ceci, de cela, de RIC, de Constitution, de 6ème République, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en place avec des gens aussi gentils, aussi bons que vous le voulez. Tant que vous ne détacherez pas la France de ce système, ils auront toujours le dessus sur vous. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.